bonnes choses, mais moi aussi, j'ai vu des choses. Oh, t'as vu quoi? J'ai vu Pet Sematary Bloodlines. Hey, toi, regarde-moi ça. Steve, Oui. Pet Sematary Bloodlines. Une suite du remake de 2019 qui se veut un prequel. C'est-tu vraiment une suite de ce remake-là? Ben, en fait, ça suit pas le film, chronologiquement parlant, mais c'est en réponse à Pet Sematary 2019, qui était un remake de l'original. OK. Et puis là, on fait un prequel pour revenir derrière, pour expliquer les origines, entre autres, de Judd Crandall. Puis, c'est le premier film réalisé par Lindsay Allison Beer. J'espère que c'est le dernier film réalisé par Lindsay Allison Beer. Par où commencer? Premièrement, l'histoire tourne autour de Judd Crandall. Sometimes dead is better. Ouais. Dans l'original. Mais là, on se trouve avec un personnage qui joue la jeune version de lui, qui ne ressemble pas du tout. Ça, c'est un problème pour moi. Il n'est même pas proche d'y ressembler. Premièrement, il n'y a plus d'accent du tout. L'accent exagéré de Herman Munster. Dans le premier film, Herman, qui est juste un classique. Là. Son accent est complètement disparu. Puis on est supposé être téléporté à l'époque. Là. Ça doit être comme des années 50 à peu près. Mais là, attends une minute. Si c'est la suite du remake, dans le remake, il n'y a pas d'accent. Est-ce que Judd Crandall avait un accent dans le remake? Je sais pas. Mais je pense que tu as raison. Parce que moi, le remake de 2019, c'était un film non nécessaire. Je pense pas que personne a demandé ce film-là. Je trouve que le look de l'époque est zéro convaincant. On est tout de suite présenté au début du film à un chien en CGI, parce que j'imagine qu'il n'y avait plus de vrais chiens disponibles. Pour être sur le plateau. C'est un scénario, on dirait, qui a été écrit par George Lucas dans le temps qu'il a fait ses films originaux de Star Wars. Le dialogue est exécrable. Puis c'est un retour dans le temps pour nous expliquer les origines du fameux cimetière indien qu'on retrouve dans Pet Sematary, qui permet d'enterrer les morts puis qu'ils reviennent à la vie sous une version alternative d'eux-mêmes. Évidemment, les versions qui reviennent à la vie sont sinistres, sont dangereuses, ils ont une mission puis c'est pas une bonne mission. Hein? Ça, c'est tout correct, mais on est supposé visiter d'où vient le cimetière amérindien, parce que c'est un Indian Burial Ground. On le visite, mais pas tant. T'sais, on est supposé rencontrer un peu les gens qui sont responsables et qui connaissent le lore de tout ça. Puis on est exposé très mal à l'histoire ancienne. Puis on n'a pas l'impression qu'on est du tout dans l'époque. C'est beaucoup trop éclairé, ce film-là. C'est trop propre. C'est trop léché. J'ai pas aimé les personnages, un peu comme toi dans Hellraiser 2022. C'est des personnages qui sont pas attachants. Parmi les personnages, il y a le père de Judd Crandall qui est joué par Henry Thomas. Ouais, mais lui, il est bien, par exemple. Il est correct. Ouais. Puis dans le film, il fait ce qu'il peut avec le matériel qu'il a. Ceci dit, pauvre Henry Thomas. Il y a également David Duchovny qui joue l'agent Mulder dans X-Files. Pauvre David Duchovny. C'est vraiment rough. Puis pendant le film, il y a la phrase « aim for the eyes », viser les yeux. You aim for their eyes. That's the only way to end this. Il parle de ça beaucoup dans le film comme façon... Mais c'est quoi le rapport? Ça n'a aucun rapport avec aucun des autres films, des suites, des c'est comme... Zéro, même. Je pense que le gars qui a écrit ça, il a regardé Demon Knight, genre la veille. Lindsay Allison Beer. Ah, mais c'est elle qui l'a écrit. Ah, ça, l'histoire le dit, mais je l'ai mais pas le lu. dit pas. Mais écoute, il y a plusieurs problèmes avec le film, on s'entend. Le premier problème, c'est le film. Le deuxième problème, donc deuxièmement, il n'y a aucune tension dans ce film-là. Je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, Steve. Troisièmement, je l'ai dit tantôt, il n'y a aucun personnage attachant. Ça, c'est important de le faire quand même. Cinquièmement, la factrice, la dame qu'on voit qui livre le colis chez l'agent Mulder, chez David Duchovny. C'est un personnage qui est supposé avoir un rôle important, qui se fait tuer qui se fait attaquer par le chien en CGI. Mais elle disparaît de l'écran, puis elle revient plus tard dans le film, puis on comprend pas pourquoi elle n'est pas morte. On espère qu'elle le soit, puis elle ne l'est pas, malheureusement. Elle survit pour absolument rien, puis elle meurt stupidement à la fin. Elle me fait penser au gars dans Vendredi 13-3 qui se fait couper le bras, là, le chef de gang. Lui, tu penses qu'il est mort au début, il revient, puis il meurt tout de suite. C'est quoi le but de ça, tu sais? Sixièmement, la colorimétrie du film, je l'ai dit tantôt. C'est beaucoup trop clair, c'est trop propre, c'est trop léché. On n'a pas l'impression d'être dans une forêt avec un cimetière indien où est-ce que les morts reviennent à la vie. Septièmement, beaucoup de kills off-screen.
Ça, c'est pour moi, c'est un péché capital. C'est décevant, ça. Vraiment. Tu sais, on peut avoir certains kills off-screen qui sont implicites, mais dans un film d'horreur comme ça, on s'entend quelque chose d'un peu plus explicite. Puis malheureusement, on n'est pas servi dans un film comme ça. La scène de la danse amérindienne, t'en souviens-tu, Steve? Oui. Ils écoutent une chanson de Dion and the Belmonts qui s'appelle Run Around Sue. Premièrement, ça n'a rien à voir avec la culture amérindienne. C'est un Américain qui chante ça. Puis il danse autour d'un feu. Puis là, on est supposé comprendre qu'il y a un lien d'amour et d'amitié entre ces personnages-là. C'est tellement cringe. Quand ils dansent, là, moi et Caro, on se regardait, Caro qui est mon épouse, je te salue mon amour, on se regardait en disant « Hey boy, ça achève-tu cette affaire-là? » Donc, je continue avec mes aimements. Neuvièmement, ça n'a fuck all à voir avec Pet Sematary, tout ça. T'es-tu d'accord? Ouais, écoute, moi, je regardais le film, puis je me disais que l'original était mieux expliqué que le prequel. On comprenait rien. Puis quand tu fais un prequel comme ça, c'est supposé être une histoire d'origine. Tu es supposé comprendre pourquoi les autres films existent. Ouais. Mais là, tu comprends encore moins. C'est pas normal, ça. 11e, l'accent de Judd Crandall n'existe plus. Tu as raison, Steve, si je suis ma propre logique, puis le remake est en lien avec la version 2019, il n'y en avait plus d'accent Judd Crandall. Hein? Donc ça tient plus la route. 12e, il y a une scène en particulier où est-ce que personne se rend compte que la maison est en feu. Avant que David Duchovny vienne les voir, puis il dit vraiment calmement, parce qu'il était écœuré d'être sur le plateau, « The house is on fire ». Place is on fire. Si une maison brûle puis t'es dedans, t'as pas besoin de David Duchovny pour te le dire. Je dis ça, je dis rien. Le film, écoute, c'est 1h30. C'est notre sweet spot, man. Oh, oui, oui. Mais on dirait qu'il dure 2 saisons complètes. C'est tellement long. Puis on dirait que le temps s'arrête. Tu sais, quand on était à l'école au secondaire, là, moi, des fois, je regardais l'horloge puis je te jure, j'avais l'impression qu'elle reculait tellement que c'était long. Je me sentais comme ça. C'est pas supposé. C'est un film d'horreur. Je suis supposé avoir du fun, Steve. Aidez-moi quelqu'un. À la fin, okay, le climax, le third act du film sont dans des tunnels en carton qui sont supposés être sous terre. On s'entend que le film de Descent a beaucoup mieux réussi, c'est rendu en studio de tunnels. Là, c'est complètement dégueulasse. T'as aimé ça de Descent? Ah, j'ai adoré Descent. Un très, très bon film. Il y a une scène où est-ce que Judd Crandall se fait étrangler sous l'eau par Timmy. C'est tellement poche que je peux vous dire que le film vaut la peine d'être vu pour cette scène-là. C'est tellement mal acté, Steve, c'est épouvantable. Puis, à travers tout ça, okay, dans les 10 minutes là, entre la scène de la noyade et les tunnels en carton, quelle phrase, ça ferait un T-shirt, ça. Il y a 3 flashbacks émotifs où est-ce qu'on voit les personnages connectés quand ils sont dans des moments d'intimité. Asti que ça lande pas, man. T'es là, ok, je suis supposé être touché. Lindsay Allison Beer va lire un livre, fille, c'était vraiment pas nice. Puis la fin est tellement cheap. Je vais finir en disant, Steve, j'aimais beaucoup Pet Sematary 2 de 92, mais je préfère le 1 de 89. Hein? Oui, un classique. Je trouve que Super Mario avec Bob Hoskins et John Leguizamo est plus cohérent que le remake de Pet Sematary 2023. Puis écoute, j'aime pas du tout Pet Sematary Bloodlines pour les raisons susmentionnées. Puis j'aime un peu Pet Sematary 2019. Donc l'écart entre les 2 versions modernes et les 2 versions classiques est la même. C'est juste que dans les versions classiques, on est beaucoup plus près, dis-je, du fond du baril. Fait qu'on donne combien de yeux à ce film-là? Parce que là, yeah! Ben écoute, la semaine passée, j'ai donné un œil Boogeyman. à The Boogeyman. Puis j'ai trouvé The Boogeyman supérieur à tout point à Pet Sematary Bloodlines. J'en reviens pas que je vais faire ça, Steve. On établit ici un record de médiocrité jusqu'à maintenant au Super Club Vidéo Gore. J'avais donné 0.5 yeux sur 5 à Pet Sematary Bloodlines. Je dois faire un shout-out. Jasmin Hull. Je te salue, Jas. Quand j'y ai dit que j'ai regardé The Boogeyman, il a dit « Ah, c'est pas pire, ça. » Non, c'est pas si pire. Je dis « Ah ouais, OK. » Puis après ça, je regarde Pet Sematary Bloodlines. Il a fait « Oh, bonne chance. » Quand Jasmin m'a dit ça, j'ai eu peur. Et j'ai fait « Oh shit. » Ce gars-là, c'est quand même un bon public. Il a l'air à être assez tolérant, tu sais. Parce que Boogeyman, moi, j'ai vraiment pas trippé. Puis là, je le savais que je m'en allais vers de quoi d'atroce, mais jamais si mauvais que ça.
Écoute, Hey, t'es en bas de 2? Ouais? Come on, Stéphane. Qu'est-ce que t'as envie d'entendre? Veux-tu que je te dise de sucer ma marde?